Dans le pays boulonnais, à partir de 1940, 800 fut le centre du projet d'invasion de la Grande-Bretagne par les Allemands, l'opération Seelöwe, Sea Lion, Lion de mer. En août 1939, de nombreux touristes fréquentent encore les hôtels 800T et profitent de la plage et des balades dans l'arrière-pays. À partir de septembre 1939 et le début de la Seconde Guerre mondiale, militaires anglais et français se côtoient à 800 pour sécuriser la côte du pays boulonnais. En mai 1940, c'est le Blitz, la guerre éclair, qui a vu la défaite de la France. À partir du 24 mai 1940, des troupes allemandes s'installent à 800 et les combats aériens débutent. L'invasion de l'Angleterre échouera et la baie de 800 deviendra alors le site le plus probable d'un débarquement allié entre les deux caps, le cap Blanc-Nez et le cap Grinet. Ici, nous avons le moteur d'un Spitfire qui s'est écrasé en mai 1940, pas loin de la batterie M3, au niveau de Struan-Saint-Pau. C'est une autre vue de ce fameux Spitfire qui s'est écrasé en mai 1940. On voit que le crash a été violent puisque le bloc moteur se trouve très éloigné de l'épave de l'avion. On remarquera en arrière des filets qui ont été tendus à la côte par des pêcheurs, au moment où c'était encore possible de le faire. La photo date de l'automne 1940. Encore ce même avion, photographié ici sous un autre angle, où là on devine derrière la batterie M3. On voit ici un canon de 17 cm, sa soute à munitions derrière, et ici ce qui est intéressant c'est qu'il y a un canon factice pour leurrer les Anglais. Donc là c'est une autre photo du fameux Spitfire qui s'est écrasé devant la dune d'Amont et devant surtout la batterie M3. La batterie M3 dont on devine des installations ici et des postes d'observation. Pendant presque un an, de juillet 1940 à mai 1941, c'est la bataille d'Angleterre qui oppose l'aviation allemande, la Luftwaffe, à l'aviation britannique, la Royal Air Force. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux avions se sont écrasés à 800, ou bien ont atterri en catastrophe de retour de mission. À partir de juillet 1940, 800, de par sa proximité avec les côtes anglaises, a été aux premières loges concernant la bataille d'Angleterre. Donc la bataille d'Angleterre a vu, dans le siècle de 800, au-dessus de la baie de 800, dans la RP de 800, de nombreux combats aériens entre les Spitfire et les Hurricane anglais, ceux de la Royal Air Force, et Messerschmitt 109 de la Luftwaffe. Les habitants de 800 sont regroupés dans le centre du village. De nombreuses maisons sont réquisitionnées par les occupants allemands. Entre les combats et les entraînements, le calme revenait, et c'est la vie quotidienne qui reprenait le dessus. Les nombreuses photos prises par les soldats permettent de voir ce qu'était le front de mer de 800 durant la Seconde Guerre mondiale.
Malgré le calme apparent de ces photos, les combats aériens sont fréquents et les morts sont nombreux de part et d'autre. Ici, nous avons un Hurricane qui s'est écrasé sur la plage de 800 durant l'été 1940. C'est une belle prise pour les Allemands car, comme on peut le voir, l'avion est quasiment intact. Ici, nous avons l'épave d'un Hurricane qui s'est certainement écrasé au printemps 1940 lors de l'invasion allemande. Il se situait au sud de la baie de 800, pas loin du débouché du Châtelet. On devine derrière le cap Griné. Autre vue de ce Hurricane, cette épave était encore visible après-guerre et peu à peu a été ensablée et maintenant complètement disparue. Troisième vue de ce fameux Hurricane qui a été abondamment photographié par les Allemands. Encore le fameux Spitfire de Struan. Il était fréquent, comme on peut voir sur cette photo, que les Allemands utilisent les carcasses des épaves d'avion comme cible de tir. Ici on voit la cocarde qui a servi au tir à la carabine ou au pistolet. Cette photo représente un avion, certainement un Messerschmitt 109 ou un Spitfire, qui s'est écrasé à la pointe du Griné, et l'épave est en feu. Ici nous avons un Storch, c'est-à-dire que c'est un avion d'observation allemand, et cet avion a atterri en catastrophe sur la plage du 800, et certainement qu'il a tapé sur une motte de sable et s'est retourné. On voit derrière la digue de 800 avec ses belles villas qui ont été dynamitées en 1944. Voilà, on a un autre aperçu de cet avion, une vue plus près, et on voit derrière tous les camions militaires allemands et les villas qui ont été occupées. Cette photo date de 1940, de l'automne 1940. Ici nous avons encore un Storch, un avion d'observation allemand qui s'est écrasé pas très loin de la plage du Cap Grigny. Et là on voit que le moteur a explosé, ce qui explique pourquoi il est éloigné du reste de l'avion. Ici c'est un Fiat italien qui s'est écrasé, disons posé d'urgence suite à une panne moteur en 1940, en octobre 1940 précisément. Mussolini, pour venir appuyer Hitler dans son projet d'attaque de l'Angleterre, avait déployé toute une partie de sa flotte de Fiat pour venir en appui des Messerschmitt 109. Le problème, c'est que c'était des biplans qui étaient âgés, vulnérables, lents. De fait, ce sont les Allemands qui ont dû venir en aide à ces biplans italiens pour les escorter, plutôt que l'inverse. Donc ça a été plus un poids pour Hitler que vraiment une aide. Ici, nous nous situons à ce qu'on appelle le vieux port de 800, c'est-à-dire au débouché du ruisseau d'Erland. Et ce Fiat s'est posé suite à une panne d'essence. Il s'est posé en catastrophe. Comme la plupart des avions italiens, ils avaient très peu d'autonomie, ce qui fait que la plupart se sont écrasés suite à des pannes d'essence. Et ils ont été retirés très rapidement de la bataille d'Angleterre. Ici, c'est une épave d'avion indéterminée qui s'est écrasée au nord de 800, dans les collines pas loin du Blanc-Nez. Ici, nous avons un Dornier 117 qui est en arrière de 800, certainement pas très loin du Colombier, et qui s'est posé en urgence. Le lundi 29 juillet 1940, l'avion du capitaine Erwin Eschley, un Messerschmitt 109, est endommagé suite à un combat aérien au-dessus de l'Angleterre. Erwin Eschley tente alors de rentrer en France. Il y arrive presque. Mais lorsqu'il tente un atterrissage d'urgence près de l'aérodrome de 800 ou d'Ambert, le train d'atterrissage de son Messerschmitt 109 ne veut plus sortir. L'avion capote et le capitaine Erwin Eschley est tué dans le crash. Il était né le 3 juillet 1901 à Friedrichshafen et à 39 ans, il était l'un des pilotes les plus âgés de l'état-major de l'escadron de chasse 51. Il est alors enterré provisoirement à l'endroit même de l'accident, au bord de la route menant de 800 à Marquise, au niveau du Colombier. Le bloc-hélice de son Messerschmitt 109 avait été placé dans l'enclos à côté de sa tombe, en guise de mémorial. Cette sépulture sera souvent photographiée par les Allemands, qui viendront s'y recueillir.
Restaurée durant l'automne 1940, la croix initiale est remplacée par une croix de fer et la casserole d'hélice est repeinte. Erwin Echelet repose désormais dans le département de la Somme, au cimetière militaire allemand de Bourdon. Rangée 8, bloc 11, tombe 286. Dans cette photo, nous avons une épave d'avion certainement un ME-109 sur la plage de 800. On remarquera de nombreux soldats qui viennent la voir. Les causes de crash d'avion en baie du 800 ou sur 800 même étaient variées. Ici, c'est un Messerschmitt 109 qui a explosé en plein vol et qui est tombé en feu dans la mer, et la mer vient de ramener son épave. C'est pour ça qu'on voit l'épave complètement calcinée. Sur cette photo-ci, par contre, nous avons un avion qui est tombé en panne. Nous voyons qu'un canot pneumatique permet d'équilibrer l'avion parce que, et que l'avion est en cours de démontage, on a retiré le bloc hélice qui est très lourd pour ensuite faciliter son transport pour sa réparation sur la plage. Nous devinons derrière l'avion, plus exactement, les fillots de la digue de 800. On remarquera que des filles ont été tendues pour transporter le Messerschmitt 109 en vue de sa réparation. L'avion semble peu abîmé. Ici nous avons un autre Messerschmitt 109 sur la plage du 800. Nous voyons d'ailleurs dans le coin à droite, on devine le câble en nez. Et là l'avion, on voit derrière des traces de tracteur, on voit que l'avion est en cours de tractage pour être amené à la digue de 800. Parfois les avions venaient à s'écraser sur la plage de 800 à marée montante. Et l'avion était perdu parce que la marée venait à noyer l'avion comme nous pouvons voir sur cette photo. Ici on voit un autre Messerschmitt 109 en cours de démontage. Dans le coin en haut à gauche, nous devinons le Typhonium. On voit les mécaniciens qui s'affairent sur l'avion et cet avion va être rapatrié sur la digue de 800. Nous nous situons ici au niveau du câble en nez. On remarque l'obélisque qui est aussi un radar Freya qui a été installé au devant sur le câble en nez. L'avion ici est perdu parce que c'était le point faible du Messerschmitt 109 quand il venait à s'écraser, c'est que derrière le cockpit, la carlingue se cassait. Et à partir de ce moment-là, l'avion était perdu, était irrécupérable. Même avion, notre vue, on voit vraiment en fait la carlingue qui est cassée en deux, vraiment derrière le cockpit. Et cet avion en fait va être détruit peu à peu par la mer. Encore le même avion, pris d'un autre angle. Et là c'est le même avion, mais pris quelques mois plus tard. On voit que toute une partie de l'avion a bougé. On la devine derrière, on voit les deux morceaux, mais la mer a commencé à faire son œuvre. Et là on a un Messerschmitt 109 qui est en cours de rapatriement sur la digue. On voit des soldats allemands qui sont en train de s'affairer pour soulever l'avion de manière à récupérer le bloc hélice, qui était une des parties les plus importantes et précieuses de l'avion puisqu'on a le moteur. Sur cette photo, nous voyons un autre type de chasseur. C'est un chasseur bimoteur, c'est un chasseur lourd, allemand. C'est un ME-110, Messerschmitt 110. Ces avions étaient relativement lourd, donc assez vulnérable par rapport à la chasse anglaise. Ici, nous voyons que cet avion a été touché lors d'un combat aérien qui s'est écrasé, tout au moins posé en urgence sur la plage de 800, un petit peu au nord de 800. Ici, nous avons un autre Messerschmitt 109 qui s'est posé en catastrophe sur la plage de 800 suite à une panne moteur et qui est en cours de démontage au square du Grinet. Nous remarquerons derrière, sur la droite, une villa qui a été transformée en hôpital. En fait, c'était le poste de secours pour les pilotes allemands qui étaient en détresse ou qui avaient été blessés en baie de 800. Il y avait un service de secours en mer et les blessés étaient ensuite amenés à cet hôpital de fortune. Autre vue du square du Grinet et du Messerschmitt en cours de démontage. Là, on se situe le 15 août 1940, ce qui explique que nous avons pas mal de soldats en train de regarder en l'air parce que nous étions en pleine bataille d'Angleterre et que les combats aériens étaient nombreux à ce moment-là.
troisième vue du square du Grenier, toujours le même Messerschmitt 109 en cours de démontage. Nous voyons d'ailleurs que les villas qui existent encore de nos jours sont toutes occupées par des soldats allemands. Donc ici nous avons une photo du fameux Messerschmitt 110 avec 2 CR qui s'est posé en catastrophe le 15 août 1940 et qui sera démonté, comme on a pu voir sur les photos précédentes, au square du Grenier. Sur cette photo, nous pouvons voir un Messerschmitt 110 qui s'est posé en urgence. On voit d'ailleurs le sillon de l'avion tracé dans le champ. Nous nous situons à l'automne 1940 dans le secteur du Colombier. Le 22 août 1940, le capitaine Adolphe Galland arrive à 800 et prend le commandement de l'escadron de chasse 26, basé au sud de 800 et au nord-ouest d'Audembert. Adolphe Galland logera au niveau du Colombier. 800 va accueillir l'une des plus fameuses unités allemandes de la Luftwaffe, la Jacques 26, commandée par le célèbre général Adolphe Galland, que l'on voit ici au milieu de la photo. Il pose avec le général Udet à gauche, et à droite un autre as très connu, Werner Molders. Donc Adolphe Galland prendra ses quartiers au Colombier. Ici sur cette photo, nous le voyons poser au Colombier avec quelques-uns de ses hommes. Ici nous avons Munchenberg par exemple, qui sera le plus fameux as allemand en Afrique du Nord, où il sera d'ailleurs tué en Afrique du Nord. Adolphe Galland est un des rares aviateurs de la Luftwaffe qui survivra à la guerre. Trois jours plus tard, le 25 août 1940, le commandant en chef de la Luftwaffe, le Reichsmarschall Hermann Göring, visite 800. Le 25 août 1940, Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, se rend à 800. Il vient rencontrer notamment le général Von Doring, le général-major Von Doring, que l'on voit ici sur la droite sur cette photo, qui était le chef de l'unité d'interception des messages et de transmission anglaises. Il y avait installé son centre d'interception au Grand Hôtel de la Digue, et là en fait on se situe au Grand Hôtel de la Digue. Donc Hermann Göring se rend à 800, rencontrer ses subalternes, et ensuite il vient prendre un bain de foule, comme il appréciait à le faire. Sur cette photo, nous voyons donc Hermann Göring en train de quitter l'hôtel de la Digue. On le devine également sur cette photo. Il se trouve sur la digue de 800. Il a été détruit par les Allemands en 1944. Ici, nous avons un côté du hôtel de la Digue. Ici, on voit Hermann Göring habillé tout en blanc. Sur sa gauche, nous voyons donc Von Doring. Et là, nous avons ces deux dignitaires allemands qui se promènent dans la rue Verlaine à 800. On distingue tout au loin la tour du Typhonium. Hermann Göring rencontre beaucoup de soldats. C'est un grand événement pour 800, ce qui explique pourquoi la venue de Göring, qui est le plus haut dignitaire à être venu sur 800, ça explique pourquoi cette visite a été abondamment photographiée. Et il passera la nuit à la villa Heurtevent qui se situe en haut de la rue Raspail à 800. La Jagdgeschwader 26, la 26e escadre de chasse de l'As des As, l'Oberstleutnant Adolphe Galland, était basée au sud de 800. Les habitations alentours avaient bien sûr été réquisitionnées par les soldats allemands.
Sur cette photo, nous voyons arriver de la Jacques 26 à Audembert. Et on voit que les avions ne sont pas arrivés par vol, mais sont arrivés par camion. On se situe en juillet 1940, fin juillet 1940. On trouve encore quelques bunkers et les constructions qui abritaient les avions sur 800 Audembert au niveau de Warkov. Au moins 7 hangars abris pour Messerschmitt 109 ont été construits à Warkov. Il s'agit de constructions dont les soubassements de murs sont en béton, avec un emplacement sur l'arrière pour la queue de l'appareil. Pour certains abris, une charpente en bois recouvrait l'ensemble et des crochets permettaient de fixer les filets de camouflage. L'aérodrome de 800 Audembert n'avait pas de piste bétonnée, les avions atterrissant sur l'herbe ou la terre. À partir de juillet 1940, des hangars, des ateliers et des taxiways, des pistes bétonnées d'accès, sont créés. Ces infrastructures servent pour la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre. Au nord-ouest de Warkov, au niveau de la ferme du Breuil, on trouvait possiblement 7 hangars abris du même type que ceux de Warkov pour les Messerschmitt de la Jagdgeschwader 26, la 26e escadre de chasse. On peut encore en voir les restes, et on peut également reconnaître les restes du taxiway, les 2 pistes bétonnées parallèles qui servaient au déplacement des avions entre la piste et les hangars. Au niveau du colombier où logeait Adolphe Galland, on trouve encore les restes de son bunker, où avait été aménagée une cheminée en briques, sur laquelle le blason du 26e escadron de chasse était fixé. L'aérodrome de 800 Audembert était bien sûr protégé par des postes de défense antiaérienne. Sur cette photo, où nous nous situons en arrière de 800, pas très loin du colombier ou pas très loin de la motte du bourg, c'est difficile à déterminer, nous avons un poste de flak, c'est-à-dire la défense contre-aérienne. Donc celle-ci servait à défendre l'aérodrome et les premiers travaux. Et on se situe en 1940, été 1940. Ici nous avons un autre détail en fait du poste de flak avec les artilleurs. Die Auswirkungen dieses neuen Flugzeuges waren überraschend. Galland wollte unbedingt eines dieser neuen Kampfflugzeuge fliegen. Am 12. Mai 1940 erzielte er seinen ersten Luftsieg, der gleich von 2 weiteren gefolgt wurde. Alle 3 Siege erzielte er gegen die britische Hurricane.
Donc Adolphe Galland, qui vient d'atterrir au Colombier à 800 et qui est félicité par ses hommes suite à sa 40e victoire. On voit bien l'emblème de Ajax 26 sur cet appareil. Ici, nous voyons Adolphe Galland en train de descendre de son avion avec l'emblème de Ajax 26. La photo a été prise durant l'automne 1940 et on voit que les pistes d'aviation sont encore rudimentaires. On met du gravier. D'ailleurs, c'est ce qui causera le départ de l'unité, à savoir que les champs étaient devenus impraticables, très boueux. Adolphe Galland qui vient de descendre de son avion. Cette photo a été prise en septembre 1940. C'est l'avion d'Adolphe Galland. On est en train de marquer sa 40e victoire. Et on totalisera plus de 100. En août 1941, un as anglais très renommé, Douglas Bader, va être capturé. Et étant apprécié des Allemands, il va demander l'autorisation à Adolphe Galland de pouvoir visiter son aérodrome. Douglas Bader, tête vers le bas, est au centre de cette photo. Effectivement, il va avoir l'autorisation d'Adolphe Galland de visiter avec lui l'aérodrome d'Audembert, enfin d'Audembert le Colombier. Douglas Bader demandera même à Adolphe Galland s'il peut monter dans son Messerschmitt 109 pour voir un petit peu l'avion, mais Adolphe Galland refusera de peur que Douglas Bader s'enfuit avec l'avion et qu'il soit obligé de l'abattre. Douglas Bader avait cette particularité d'être manchot. Il avait perdu ses 2 jambes suite à un accident d'avion, et donc il était appareillé de 2 béquilles. Le 5 décembre 1941, le Reichsmarschall Göring est au Colombier pour le départ de 800 de Galland. La mort possible d'un héros de guerre comme Adolphe Galland, risquant de démoraliser les soldats allemands, il est décidé de le rapatrier contre son gré à un poste d'état-major afin de le protéger des attaques anglaises. Adolphe Galland sera nommé général en 1941. Ce qui peut paraître une promotion n'était pas le cas. Mais sachant que c'était un aviateur qui était très apprécié du peuple allemand et de ses hommes, l'état-major allemand a décidé de le sauver et à ce qu'il ne soit pas tué. De fait, ils l'ont nommé général et il a quitté son commandement de Ajax 26 en décembre 1941. Il a d'ailleurs été furieux de cette nomination. Donc Galland, furieux d'avoir été nommé général et de devoir quitter son unité, a exigé que Göring vienne à 800 Audembert le Colombier pour ses adieux. Donc Göring est venu, comme on peut voir sur cette photo. Adolphe Galland lui fait visiter l'aérodrome. Ici on voit un hangar qui sert à abriter un Messerschmitt 109 dont on devine une des ailes. Ici nous voyons Adolphe Galland avec Göring toujours habillé de blanc. Et derrière nous avons le Messerschmitt 109 de Galland. À cette occasion, Adolphe Galland salue chaque homme de l'unité et remet des médailles. À cette occasion, Hermann Göring prononcera un discours devant les troupes, comme nous pouvons le voir ici. Donc ici nous voyons Hermann Göring en train d'haranguer les troupes de Galland. Et nous voyons d'ailleurs que le discours a été prononcé au-dessus d'un grand abri de Galland. 2 jours plus tard, le 7 décembre 1941, c'est l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante marquera le début de la fin pour les nazis. La Jagdgeschwader 26 quittera 800 Audembert en 1942. Adolphe Galland deviendra à partir de novembre 1942 général-major et le plus jeune commandant de la chasse allemande de la Seconde Guerre mondiale. Les combats aériens se poursuivront dans la région jusqu'à la domination complète du ciel du pays boulonnais par l'aviation anglaise.
I had the occasion to talk to him without any other company. And I told him we will have the opportunity to attack London when London is covered by fog. Then we can fly with everything we have available, even with the Junkers 52, like we did in Warsaw. And he said, stop it, stop it. I don't want to hear this. The whole attack on England is against my opinion, against my willing. I could stop it. The English population is of such high class, and they are so similar to the Germans that I hate to fight England.